Ok, donc, le fameux article qu'on n'avait pas eu le temps de lire ensemble, Casse-Noisette jugé raciste, survivra-t-il à l'ère de la cancel culture? Bien évidemment, c'est très très important de le, de le dire comme ça, et on imagine bien que les gens du Figaro étaient en mode wouh, parce que ben Casse-Noisette, alors pas pour tout le monde, mais pour une certaine catégorie de population, et notamment les personnes qui sont qui aiment l'opéra, enfin en tout cas qui sont des habitués de l'opéra, des ballets classiques, etc., de la musique classique globalement, Casse-Noisette c'est un peu un truc en mode bonjour c'est Noël. Salut tarte au flan aux œufs, est-ce que tu aimes arriver sur bonjour c'est Noël? Bonne journée à toi Mizuo. Donc, oui, Casse-Noisette, c'est un peu Noël. C'est-à-dire que c'est vraiment le ballet de Noël qu'on ressort à chaque fois à Noël et qui représente Noël pour une certaine catégorie de population, c'est-à-dire clairement plutôt la catégorie un peu plus bourgeoise, bien que moi qui ne suis pas particulièrement bourgeoise, mais qui avait une influence musique classique, opéra, etc. très forte, ben du coup Casse-Noisette, pour moi ça sonnait Noël aussi. Et en vrai pour pas mal de monde, en vrai de vrai, parce que... parce que Casse-Noisette, très souvent, c'est le ballet qu'on montre pour Noël à la télé, notamment. Oui. Oh non, je suis en train de louper ma propre annonce. Oui. Voilà. Eh bien, bienvenue à vous. Merci beaucoup pour le raid. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis au boulot pendant ma pause déj, je vous envoie du love et des fleurs, mais on t'en envoie encore plus, tarte au flan aux œufs. Mais tu sais pourquoi c'est Noël Casse-Noisette libre de droit si joué pendant les fêtes? Ah mais je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Bah écoute, merci merci Félix. Bonjour Tardot, merci pour ton raid. J'espère que ça va bien et que vous avez fait un chouette live. Là, on est sur de la revue de presse, la suite de la revue de presse, les articles que j'avais pas eu le temps de lire hier, et il se trouve que c'est quasiment que de la revue de presse qui dit que le monde va à sa perte parce que les woke, parce que la cancel culture, parce que les jeunes, les jeunes, cette sale race. Donc du coup, voilà, vraiment, on est là-dessus. C'est d'où le fait que je me sois permis de donner ça comme titre à ce live. Parfait, parfait si ça va bien et si le live s'est bien passé. Oui, donc du coup, Casse-Noisette, c'est le ballet qui est programmé tous les ans pour Noël, visiblement parce qu'il est libre de droit, donc pendant les fêtes. Donc ça s'explique. Et puis aussi, ça s'explique parce que c'est le ballet de Noël, étant donné qu'il se passe à Noël. Il y a toute une scène autour d'un très grand sapin. Il y a la neige, il y a les cadeaux, il y a des jeunes filles qui s'enfuient avec un casse-noisette qui se transforme en prince. Bref, Noël, quoi. Salut à tous. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Donc voilà, Noël. Donc clairement, dire que Casse-Noisette survivra-t-il à l'ère de la cancel culture? Pour plein de personnes, ça veut dire oh mon dieu, ils sont en train de toucher Noël. Ils vont nous supprimer Noël, ces salopios. Bon, je suppose que le titre n'est vraiment pas donné par hasard. Donc on va voir ça. Ensuite, nous aurons ajout de sœurs dans le missel, concession faite au féminisme ou fidélité au texte latin. Ça fait très longtemps qu'on doit le lire et on ne l'a pas lu, donc vraiment, voilà, il fallait. Il fallait. Ou alors on peut lire aussi Éric Zemmour. Quel père est-il pour ses 3 enfants? Non. Non, merci. Mais voilà, alors c'est pas... Ah non, c'est pas l'article en entier, dites donc. Et je veux pas devenir membre à l'ETIA Premium. Ah, mais du coup, on saura pas... Oh, mais c'est assez court, du coup. Je vais regarder s'il n'y a pas une autre version de tout ça. Ensuite, nous avons bien évidemment le pronom Yel, du coup, qui effraie valeurs actuelles, puisqu'on n'a pas moins de 3 articles autour du pronom Yel qui sont sortis ces derniers temps. Et la petite vidéo qu'on n'avait pas eu le temps de voir en novembre, là-dessus aussi, sur Yel. Donc, vraiment... une joie sans pareil. Pourra-t-on jamais pardonner aux Jones d'être responsable de l'effondrement du cours du diamant? Bah non, je pense pas. Bon, on a déjà gayifié Naël avec la pub pour la poste de la Finlande. Oui, c'est vrai, Naël. Non, sœur dans le missel, c'est très bien, merci. On peut essayer de le faire sauter. De faire sauter quoi? De faire sauter l'article, là? Écoutez, on va voir. On va voir.
Bon, donc, Casse-Noisette jugé raciste survivra-t-il à l'ère de la cancel culture? Une question que tout le monde se pose. Ahoy, Fielfras. 3 articles pour quelqu'un qui ne connaît pas le pronom Yel. Heureusement que le Robert est là. Bah oui. Bah oui. Le paywall, je suis en train de regarder. Très bien, merci Cam46. Le ballet de Tchaïkovski est jugé raciste pour ses danses orientales et asiatiques. Plusieurs institutions britanniques ont choisi de le modifier alors que le Staatsballett de Berlin a décidé de ne pas le programmer cet hiver. Alors, encore une fois, ne paniquons pas tout de suite sur le fait que Casse-Noisette, plus jamais personne ne le jouera, etc. Il faut bien voir... Peut-être qu'on les regardera. Si vous voulez, on va faire un peu de culture ici. Et on regardera les fameuses danses de Casse-Noisette qui sont incriminées. Je crois que c'est celles qui sont appelées thé et café. Café, c'est les danses orientales. Enfin, orientales. Et thé, c'est bien évidemment les danses asiatiques. Bon, clairement, le fait qu'il y ait un grand ballet berlinois qui décide de ne pas le programmer cet hiver, c'est pas si grave que ça non plus. Ça fait des années et des années et des années qu'on programme Casse-Noisette en permanence. On a l'impression que c'est le seul ballet possible à jouer en hiver. Est-ce qu'on n'a pas possibilité de jouer autre chose en plus? Et puis, au-delà de ça, les institutions britanniques qui ont choisi de le modifier, à mon humble avis, c'est pas fou comme modification. Attends, mais quoi, qu'on cancelle Naël, je m'en fiche, mais là on cancelle le café. Alors, on ne cancelle pas, on cancelle le café du lac des Cygnes, ça va? Du lac des Cygnes, n'importe quoi, je suis en train de te lire des Matosan. De Casse-Noisette. Et puis, je suis même pas sûre qu'on le cancelle. En fait, je pense, en vrai de vrai, je pense qu'on peut garder l'essence de la musique de Tchaïkovski sans forcément jouer à fond dans le cliché asiatique et oriental qui était prévu pour ça. Et bon, honnêtement, c'est pas... En tout cas, moi, Café, par exemple, que j'ai très nettement en tête au niveau de la musique et qu'on écoutera ensemble, ça ne me hurle pas non plus Orient. Je pense qu'on peut danser autrement dessus, sans forcément avoir le full costume cliché avec le sarouel et les voiles et le fait de semi-danser oriental, mais sans danser oriental parce que ça reste de la danse classique. Enfin, à mon avis, il y a quand même moyen de faire autrement les choses. De toute façon, Bégodeau a bien résumé ce qu'est le wokisme. Oui, je ne sais pas. Peut-être. Et que par rapport aux fachos de nos jours, c'est vraiment pas très puissant. Ah bah clairement non. C'est-à-dire que ça fait pas très très peur non plus. Alors ça fait peur à certaines personnes, mais le fait qu'on modifie Casse-Noisette, ça ne fait pas peur à tout le monde. Et effectivement, pour bon nombre de personnes, leur base de civilisation ne repose pas sur Casse-Noisette, donc du coup ça ne les fait pas trembler. Le fait qu'on arrive et qu'on dise hey, si on faisait autre chose dans d'autres costumes pour Casse-Noisette, parce que c'est un peu naze, non? Donc oui, non, c'est pas très puissant. Wakanda Forever. C'est drôle. Putain, Wakanda, c'est cool. Bah merci, Antoine. Merci, Antoine. Et salut, Schnickel. Donc, à l'approche des fêtes de Noël, on passe en boucle les mêmes films. Sissi Impératrice et Le Père Noël est une ordure, entre autres. On joue les mêmes pièces de théâtre, on danse les mêmes ballets. Bon, après, même... Honnêtement, même le Figaro dit lui-même que, franchement, c'est quelque chose qu'on fait quand même beaucoup, qu'on voit chaque année. Donc, pour une fois que la droite défend un PD, je dirais que c'est plutôt rare. De quoi? De quoi? Qu'est-ce qu'elle défend? Que dites-vous? Expliquez-vous. Casse-Noisette en tête, sauf au Staatsballet de Berlin où l'œuvre de Piotr Ilyich Tchaïkovski n'apparaît pas au programme. Et pour cause, la directrice par intérim de l'institution, Christiane Théobald, juge le spectacle raciste. Nous devons nous demander si des éléments de l'époque de la création posent problème, a expliqué Théobald, qui considère que la production contient des stéréotypes ethniques. À l'acte 2 du ballet, au Royaume des Délices, plusieurs nationalités sont présentées à travers des mets et des chorégraphies typiques. La danse espagnole, le chocolat, la danse arabe, le café, la danse chinoise, le thé et la danse russe, trepak. Ce sont la deuxième et la troisième qui sont ainsi mises en cause, la danse arabe représentant notamment un danseur entouré de dames issues de son harem. Alors, selon certaines mises en scène, oui, c'est un danseur entouré de dames issues de son harem. Moi, dans les représentations que j'avais vues, c'était plus souvent une danseuse entourée par des danseurs. Donc, non, c'est pas forcément... Encore une fois, je pense qu'on n'est pas sur une base de... oh là là, mais c'est parce que c'est les harems, c'est parce que c'est les machins, c'est parce que je ne sais pas trop quoi. Ça dépend complètement des mises en scène. On est dans une
perspective dans laquelle potentiellement la mise en scène peut changer pas mal de choses. Bon, après, la danse chinoise, par exemple, la danse chinoise, elle reste extrêmement cliché. Et vu que de toute façon, il y a très rarement des personnes asiatiques pour danser dans les ballets qu'on voit dans ces institutions-là, berlinoises, etc., et qu'on ne les met pas forcément, et tant mieux, finalement, dans les danses qui sont censées être dansées par eux, et que là-dedans, bon, bah du coup, on se retrouve effectivement avec des clichés, mais en plus, très souvent, avec des personnes qui essaient tant bien que mal de se costumer et de se grimer pour correspondre plus ou moins à une ethnie ou une autre. On n'est pas sur du blackface, mais limite, quoi. Enfin voilà, c'est surtout ça, je pense, qui est critiqué, c'est le fait que, de toute façon, dans la plupart des mises en scène, on ne sait pas faire autrement que reproduire des espèces de clichés pour reproduire ces passages-là, quoi. Donc, je pense que c'est ça, surtout, qui est pointé du doigt. Mais la danse arabe qui représente notamment un danseur entouré de dames issues de son harem, ça dépend des mises en scène. Moi, toutes les mises en scène que j'ai vues, c'était plutôt une femme, encore une fois. J'aime beaucoup Wakanda, mais en même temps, en tant que blanche, j'oserais pas trop l'utiliser, je pense. Non, moi non plus. Mais Wakanda, c'est drôle. Les woke vont faire cancel le monde des petits à Disneyland Paris, selon le Figaro. Ah ouais? Dur. Coup dur. Les gars, la musique classique du 19e, c'est littéralement l'invention des clichés racistes. On pourrait surtout faire mieux niveau mise en scène. Mais oui, tout à fait. C'est ce que je dis. C'est sur la mise en scène qu'on pourrait faire pas mal de choses. Parce qu'attention, la danse espagnole, c'est du cliché à donf aussi. Hein. C'est vraiment, hein. Vraiment. Mais bon, encore une fois, qui est-ce que ça fait trembler le fait de dire on va peut-être supprimer la danse chinoise dans certaines mises en scène de Casse-Noisette, ou alors on va modifier un peu soit la musique, soit la mise en scène, honnêtement. Mais honnêtement, les gars, la musique classique Disney, on est là pour taper sur les wokistes gauchistes, on va pas s'encombrer de nuances, de réflexion, de recul quand même. Non, mais oui, non, c'est sûr, ça prendrait trop de temps de toute façon. L'écrasante majorité des mises en scène font d'ailleurs mieux en fait. Mais oui, complètement. L'initiative a créé du remous en Allemagne. Elle a suscité l'enthousiasme de la radio publique BR Classique, laquelle précise que ce n'est pas l'œuvre de Tchaïkovski qui est mise en cause, mais la chorégraphie de Marius Petipa. Un raisonnement de jésuite dans la mesure où la dite chorégraphie date de la création du ballet en 1892. A contrario, le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, je le prononce très probablement mal, interroge, lui, le respect dû au public. Selon un podcast du Staatsballet, le public n'est pas encore prêt à bien comprendre ce qu'il voit sur scène. À quel point la science de la danse considère-t-elle le public de la danse comme stupide ou même raciste, peut-on lire dans les colonnes du journal. Alors, bon, on parlera de tout ça après. La volonté de Christiane Théobald a également indigné la violoniste sino-canadienne Zhang Zhang. Ceux qui prétendent que Casse-Noisette est raciste envers les Chinois sont ignorants et arrogants. Les compagnies chinoises le présentent régulièrement au public chinois. Le véritable acte raciste, c'est l'interdiction de ce ballet en notre nom, s'est-elle insurgée. La décision du Staatsballet de Berlin s'inscrit dans le cadre de l'engagement pris par l'institution de revoir son répertoire et de mettre au jour des pratiques obsolètes et discriminatoires. Cette volonté a été clairement exprimée au moment où la danseuse française... Attendez, est-ce que... Non. Où la danse... Je pensais que c'était en train de se mettre en place tout seul. Où la danseuse française Chloé Anaïs Lopez-Gomez, noire de peau, avait dénoncé le racisme dont aurait fait preuve sa maîtresse de ballet à son encontre. Le lendemain de mon audition au Staatsballet, raconte la ballerine, la maîtresse de ballet a dit à un de mes collègues danseurs qu'elle pensait que c'était une erreur de m'engager, qu'une femme noire gâche l'esthétique. Cette même femme a passé les 2 années suivantes à me discriminer. Alors, ça continue ensuite, on va juste parler un tout petit peu de ce qui est dit là. Je pense que ce qui est stupide, c'est de penser que parce que on réfléchit sur les classiques, on prend le public pour des personnes stupides. Non, on ne prend pas le public pour des personnes stupides en se disant que on ne peut pas apprécier sans réellement... Enfin, comment dire ?
on prend pas, globalement, on prend pas le public pour des abrutis, juste en leur disant on va réfléchir sur ce que vous allez voir. Le fait est que la façon dont nous on apprécie maintenant les ballets, c'est pas du tout la même façon dont les personnes au 19e par exemple appréciaient les ballets, et c'est sûrement pas la même chose non plus pour les générations qui vont venir et qui apprécieront sûrement les ballets encore différemment. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut que ça évolue forcément. Est-ce qu'on a encore besoin de voir sur scène des danses orientales avec des acteurs, enfin des danseurs et des danseuses qui sont grimés pour ressembler vaguement à ce que un occidental avait dans la tête au 19e siècle comme cliché de l'oriental, de même pour l'Asie, de même pour les Russes et de même pour l'espagnol. Est-ce qu'on a encore besoin de ça finalement? C'est ça la vraie question. Et je pense que au-delà du fait de dire on va cancel Casse-Noisette, plus jamais on le jouera, etc. Bien évidemment que le ballet national de Chine le joue, bien sûr, et bien sûr qu'on peut jouer des choses clichés. Les Espagnols ne cancellent pas Carmen par exemple, qui est pourtant pétri de clichés sur l'Espagne aussi et sur et sur plein de choses. Le fait est que ce qu'on demande ici, c'est pas forcément de revoir complètement le ballet en enlevant, je sais pas, la musique de Tchaïkovski ou carrément ne plus jamais voir le ballet. C'est pas forcément ça qu'on dit. Je pense que les gens paniquent beaucoup à partir du moment où on dit attendez, on va prendre un peu de recul, on va pas le jouer cette année et on va voir comment est-ce qu'on peut le rejouer différemment. Vraiment, enfin, je pense qu'on peut rejouer les choses différemment. Je pense qu'on peut cutter un peu à l'intérieur de Casse-Noisette, honnêtement, c'est pas cutter du verbe to cut, de couper. Désolée, c'est mon vieux truc de metteuse en scène qui revient. Ça n'existe pas, cutter. Donc on peut couper un peu à l'intérieur du ballet Casse-Noisette sans que ce soit non plus la guerre civile. On peut repenser, en fait, on peut repenser tout ça. Tout le monde peut repenser tout ça, tout le monde peut repenser Casse-Noisette. Casse-Noisette, c'est, même le Figaro le dit, c'est un ballet qu'on nous donne à voir tous les ans à Noël. Tout le temps, chaque année. Est-ce qu'on peut pas voir des choses un peu différentes de temps en temps? Est-ce qu'on peut pas aussi se dire qu'on a besoin de voir des choses différentes? On a besoin d'avoir de nouvelles mises en scène aussi, tout simplement. Et alors, bon, donc du coup, ils font une ouverture après sur, effectivement, le fait que Chloé Anaïs Lopez-Gomez, je sais pas si vous aviez vu passer les vidéos qu'elle avait faites autour de ça, les interviews qu'elle avait données autour de ça, mais effectivement, il y a de toute façon un gros problème de représentativité et de représentation globalement au sein de la danse classique. Vraiment, dans les ballets, il y a un très gros problème avec ça. Les danseuses racisées, globalement, ont énormément de mal à être engagées dans des grandes compagnies de ballet. Quand elles sont engagées, enfin, vous savez que quand même, il y a je crois que c'est les collants pour danseuses, ou c'est carrément les ballerines, je ne sais plus, mais vraiment les collants ou les ballerines de la couleur chair pour une autre chair qu'une chair de personnes bien blanches, ça a été mis sur le marché il y a assez peu de temps. Vraiment, il y a un truc où la danse classique, effectivement surtout européenne, a du mal avec les personnes racisées et a du mal à les mettre en avant, d'autant plus à collant et pointe, merci, c'est ça, tarte au flan aux œufs. D'autant plus si leur peau est sombre. C'est-à-dire que intégrer des personnes d'origine japonaise, par exemple, ça s'est fait déjà plusieurs fois. Mais des personnes, par exemple, qui seraient noires ou un peu trop sombres, un peu trop mat de peau, ça par contre c'est mort. Vraiment, c'est mort. Tout ce qui peut faire tâche avec plein de guillemets, il me semble que c'était ça que j'avais vu dans un documentaire, dans un ensemble, c'est-à-dire tout ce qui peut perturber, enfin c'est l'excuse qui est donnée, que ça peut perturber la vision globale d'un spectateur parce que du coup ça attirerait l'œil ou je sais pas quoi. Bref, bon, c'est stupide, de toute façon, par exemple quand c'est une danseuse étoile,
étoile, la ballerine étoile, elle est censée attirer l'œil dans tous les cas, hein, donc tout va bien. Mais voilà, c'est encore bâti, tout ce qui pourrait attirer l'œil du coup est proscrit. C'est encore bâti sur une base de 19e siècle, et je pense que c'est pas complètement idiot de réformer un peu le truc, de repenser un peu certaines choses, dont les mises en scène. Enfin moi ça me trouble pas plus que ça, quoi, vraiment, de repenser la mise en scène de Casse-Noisette. Alors du coup j'ai pas suivi ce que vous avez dit, que dites-vous? Il faudrait moderniser les clichés. Que dites-vous? Je sais plus quel auteur répondait à Edward Said en lui disant que le monde arabe avait lui-même intégré les codes de l'orientalisme. La réalisation soudaine sur le verbe queuter. Oui, oui. Refuser de cancel Casse-Noisette, ça revient à cancel ce qu'on pourrait mettre à la place. Oui, c'est une façon de dire les choses pour retourner. On a 50 ans de retard comme d'habitude, mais pas que nous. Hein. Là, elle parle d'un ballet allemand. Enfin, au final, je pense que c'est assez européen, quoi, comme truc. On dirait bien que le monde a survécu à la pièce de théâtre avec Hermione Granger noire. On nous avait pourtant promis l'apocalypse. Mais oui, c'est ça. De manière générale, tout ce qui repose sur des symboles est bourré de clichés. La question, c'est justement de savoir quels clichés sont pertinents pour faire passer une idée et lesquels sont dispensables. Et s'ils sont pertinents sur le fond, mais pas sur la forme, comment les faire évoluer pour qu'ils soient OK dans tous les cas? Oui, alors, vraiment, encore une fois, c'est pas si compliqué. Enfin, c'est pas si fou, en tout cas. Ça peut être compliqué, mais c'est pas si fou de se poser en tant qu'artiste et de se dire bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça, en fait? Qu'est-ce qu'on fait effectivement avec ce matériel de base qu'on a, ce matériau de base même qu'on a? Qu'est-ce qu'on fait avec ces clichés-là? Qu'est-ce qu'on fait avec cette musique-là? Comment est-ce qu'on la met en scène, peut-être pour décaler quelque chose? Est-ce qu'on a encore besoin de ce genre de choses-là? Et pourquoi? Voilà, tout n'a pas une réponse péremptoire. Bien évidemment, le propre de la plupart des metteurs en scène, c'est de faire quelque chose de très subjectif et qui soit à leur sauce à eux et avec leur sensibilité à eux. Mais vraiment, je trouve pas que ce soit complètement fou qu'on repense les classiques de nos jours, quoi. Vraiment pas. Alors que facile, si ça attire l'œil, ben tu la mets en star, tout à fait. Donc il faut attirer l'œil, sauf quand il faut pas le faire. Ça semble cohérent. Oui, c'est dit comme ça, voilà. Dit comme ça, oui. C'est pas si fou d'être créatif quand on est artiste. Mais oui, et puis surtout, c'est pas si fou de repenser les choses, en fait, quand on est artiste. Le boulot de metteur en scène, surtout quand il met en scène des classiques, c'est de toute façon de repenser ces classiques-là. Bref, consultation des communautés concernées. Depuis les révélations de la danseuse, la compagnie berlinoise s'est engagée à lui verser une compensation financière de 16 000 € et à lui prolonger son contrat d'1 an, alors que celui-ci devait s'achever en juin 2021. Mon Dieu, l'ambiance dans laquelle dans lequel elle devra, à mon avis, prolonger son contrat, ça doit pas être fou non plus, hein, mais bon, voilà. Une série de mesures contre les discriminations ont également été prises, dont fait partie le réexamen du répertoire afin d'ouvrir les yeux des interprétations obsolètes et discriminatoires, de voir et de réévaluer les traditions sous un jour nouveau et avec une conscience différente, décrivait l'institution dans un communiqué. Bon, jusque-là, encore une fois, je vois pas ce qui choque. Le fait de redécouvrir le répertoire et de réévaluer le répertoire, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas en train juste de faire un job de metteur en scène ou de directeur artistique? Enfin, est-ce que les metteurs en scène ne sont-ils pas dans un conformisme pour ne pas s'attirer des critiques? Ah ben, dans le milieu du classique, oui. Oui, oui. Complètement. Complètement. Dans le milieu du classique, il y a un besoin de se conformer à des codes qu'un certain public vient voir et vient essentiellement pour revoir, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont besoin de revoir systématiquement quasiment les mêmes mises en scène pour chaque ballet, par exemple. Sauf qu'on oublie trop souvent que le théâtre, l'opéra, la danse, c'est pas un film qu'on va pouvoir se remater 50 fois avec exactement les mêmes trucs qui se passent, avec exactement la même émotion qu'on a eue, même si ça, bon, c'est critiquable aussi sur le cinéma, je suis pas sûre que tout le monde ait exactement la même émotion quand il revoit un film, mais bon, on peut pas avoir la même émotion de la découverte, on peut pas avoir la même mise en scène en permanence à chaque fois. On peut pas retrouver des trucs à l'identique comme on le ferait quand on se remet un film des années 80 et bien évidemment rien n'a changé. Voilà, c'est le même film et c'est juste nous qui avons vieilli quand on revoit Maman j'ai raté l'avion. Bon bah voilà, c'est juste nous qui avons vieilli et le film est resté le même. Mais pour autant,
dans l'art vivant et l'art avec un public qui se joue en direct, etc., tu ne peux pas demander, comme certains demandent, que tout soit rejoué exactement pareil, qu'on ait des représentations qui soient quasiment les mêmes que celles qu'on avait au 19e quand ça a été créé. Tac, et ben on a quasiment exactement les mêmes mises en scène, les mêmes représentations. C'est valable aussi pour l'opéra. Il y a des opéras qui sont rejoués quasiment comme ils étaient joués à leur création. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des personnes à qui ça peut plaire, mais on ne peut pas exiger ça de tous les mises en scène. Voilà, quand on parle de la Traviata, on ne peut pas exiger que toutes les mises en scène de la Traviata soient semblables à la première qui a été créée. Là, dans Casse-Noisette, on ne peut pas exiger que Casse-Noisette soit systématiquement pareil que à sa création, et effectivement à sa création il était pétri des clichés de l'époque. Encore une fois, c'est pas je pense qu'il y a une vraie confusion qui est faite c'est une certitude que c'est fait pour contrarier les personnes qui ont peur et pour justement entretenir la peur des woke et de la nouvelle culture qui va tout détruire, etc. etc. Mais vraiment, c'est pas si fou que ça de repenser quelque chose, et ça ne veut certainement pas dire que on supprime. Cancel, il y a un truc très fort de supprimer complètement, d'annuler quoi. C'est-à-dire qu'on annule complètement le fait que Casse-Noisette a existé, par exemple. Non, pas du tout. Ça ne supprime pas Casse-Noisette. On va pas péter les DVD à la Fnac, on va pas supprimer toutes les versions de Casse-Noisette sur YouTube qui existent, on va pas, enfin vraiment, c'est pas ça du tout, c'est pas ça qui est mis en avant, et puis surtout c'est pas une critique acerbe des gens de l'époque dans le bain de leur époque, c'est pas une critique que de dire que la société du 19e siècle était une société raciste, je veux dire, en soi tout le monde le sait, c'est pas, ce serait affirmer le contraire qui serait très hypocrite, voilà, bon bah on le sait, ça a été créé dans cette période-là, bien évidemment que c'est pétri de clichés racistes. Est-ce que du coup on a besoin de les perpétuer maintenant? Bah non, non, pas particulièrement. Enfin voilà, on n'en a pas particulièrement besoin. Le fait est qu'il faut faire avec le fait que dans l'art vivant, dans l'art qui a un public, eh bien oui, de temps en temps, on reprend des choses qui ont été faites avant, mais aussi on en invente de nouvelles, on supprime d'autres machins, on remet au goût du jour, on réfléchit à nouveau dans la société dans laquelle on est, avec les personnes qu'on est aussi, comment est-ce qu'on peut refaire ces classiques-là. Et c'est pas fou, c'est pas dingue, parce que finalement nous sommes des personnes contemporaines de notre société contemporaine à nous. Est-ce que ça a du sens que nous on singe des mises en scène qui ont été faites par des gens qui ont vécu au 19e siècle? Je suis pas sûre. Est-ce que nous c'est pas étrange qu'on essaie désespérément de faire semblant d'être des personnes du 19e siècle au moment de mettre en scène, alors qu'on vit dans nos sociétés du 21e siècle? Enfin voilà, moi ça me pose plus des questions, les personnes qui sont incapables vraiment de penser que on peut faire autre chose, on peut faire autrement en fait. Et le fait de vouloir absolument garder intact des opéras, des ballets, des pièces de théâtre telles qu'elles ont été faites auparavant, je trouve que c'est étrange. S'il n'y a pas autre chose derrière cette intention-là que juste l'intention de dire oui mais on a toujours fait comme ça et je veux qu'on refasse comme ça à nouveau, si ça n'a aucun sens dans la société dans laquelle on est, pourquoi est-ce qu'on refait exactement à l'identique quoi? Les metteurs en scène pas tant que ça, c'est surtout le problème des directeurs d'opéra qui savent qu'ils ont un public vieux, blanc et nul. Les mises en scène problématiques, c'est beaucoup plus souvent dans les petites maisons qui manquent de subventions. Dans les grosses boîtes, c'est beaucoup plus divers. Je suis trop prolo pour aller à l'opéra, malheureusement. Il y a des places vraiment pas chères. Il y a des places vraiment pas chères, mais effectivement, il faut fouiller, il faut s'y prendre potentiellement au dernier moment. Mais il y a des c'est pas il n'y a pas une énorme communication autour des places pas chères à l'opéra ou pour voir des ballets, etc. Mais ça existe. D'autant que la mise en scène, c'est une très large part de la proposition théâtrale. Tout à fait. La Traviata toi-même, tu sais, oui. C'est justement un truc sympa avec les arts de la scène d'avoir des visions, tout à fait. Tout à fait. Déjà, tu peux pas avoir les mêmes interprètes parce que elles sont mortes. Oui. Il n'y a rien qui va être détruit, on pourra toujours voir les anciennes versions. Complètement. Complètement. Les réactions du public ne sont pas les mêmes. Tu veux dire les réactions du public du 19e et de maintenant, c'est ça, Alice? C'est justement un truc sympa avec les arts de la scène d'avoir des visions différentes d'une même œuvre. Oui. Oui, complètement. Complètement. Je crois que vous dites...
à peu près les mêmes choses. Je suis désolée, hein, je rattrape un peu le chat, surtout que maintenant avec la captation vidéo, on peut garder un accès à une certaine mise en scène qu'on a aimé, mais complètement, complètement. Panique morale de merde qui défendent d'une vision de l'art morte. Mais en plus, le pire là-dedans, c'est que réellement, on peut se dire que on peut avoir une démarche où on refait les mêmes choses qu'auparavant. Franchement, c'est une démarche que je peux comprendre. Moi-même, en tant que metteuse en scène, j'étais très 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 attirée par le théâtre, et je suis toujours, par le théâtre baroque. Et oui, j'ai envie de retrouver certaines des choses qui sont propres potentiellement au théâtre baroque, notamment enfin, une certaine idée du kitsch et de plein de trucs dans ce style-là. Voilà. Mais du coup, refaire du baroque, ça veut pas forcément dire déjà refaire à l'identique absolument tout dans le baroque, mais ça peut vouloir dire, tiens, il y a des choses qui, je pense, résonnent dans notre culture actuelle, dans l'histoire de l'art baroque. Je vais prendre ces choses-là de l'art baroque et les insuffler dans ma vision des choses qui de toute façon est profondément contemporaine, puisque je ne peux pas être autrement que contemporaine. On ne peut pas, voilà, je peux pas enlever que je suis une femme du 20e, 21e siècle et que du coup, eh bien, forcément, voilà, je vais retranscrire ce que je pense, que j'ai vécu, ce que j'ai vu, voilà. Donc, dans l'absolu, encore une fois, ça ne veut pas dire canceller complètement toute une époque, ni toute une œuvre, ni quoi que ce soit. Ça veut juste dire repenser certaines choses, faire le tri, se demander ce qui résonne encore dans notre époque et ce qui résonne différemment ou pas aussi. Bref, encore une fois, c'est monter en épingle d'un truc qui est pas fou et qui est la base de la direction artistique, normalement. Les Berlinois passionnés de danse pourront se consoler avec le Don Quichotte. Mais en plus, les Berlinois passionnés de danse sont peut-être heureux de ça. Enfin, bon, bref. Y a aussi le côté « Ah là là, mais ceux qui font ça, c'est ceux qui vont jamais à l'opéra, c'est ceux qui savent pas ce que c'est que l'opéra, que la danse, que le machin. » C'est forcément des incultes, des jeunes incultes qui écoutent Aya Nakamura. Il y a un peu de ça derrière et c'est triste, quoi, vraiment. Les Berlinois passionnés de danse pourront se consoler avec le Don Quichotte selon la chorégraphie du même Marius Petipa, mis en cause pour son casse-noisette et dont on fête cette année le bicentenaire. Le spectacle n'est pourtant pas exemple de problème du genre. Une danse de Ritanos présente dans la mise en scène fait l'objet de discussions avec les représentants des communautés Sinti et Rom afin d'obtenir leur bénédiction. Mais ça, par exemple, c'est quand même pas une mauvaise chose. Vraiment, c'est pas une mauvaise chose. Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas un petit peu s'inspirer des gens réels, des communautés réelles? Enfin, je vois pas pourquoi c'est triste et pourquoi on me dit « Oh, maintenant on demande leur avis à des Roms pour des danses Roms, c'est chiant !» Enfin, je sais pas, ça me semble pas fou. En fait, je trouve que vraiment, il y a une espèce de fragilité dans tout le monde, et c'est... Enfin, les personnes qui ont peur essentiellement de cette culture woke ou je ne sais pas quoi, ont vraiment cette espèce de réflexe de dire « Ah, mais ils sont fragiles s'ils sont perturbés par ça. » Et moi, de mon côté à moi, j'ai vraiment l'impression... Merci beaucoup, Tarte au flan, merci. Merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment cette impression de me dire, mais enfin, il faut quand même une... Merci, Tarte au flan aux œufs, vraiment, je mesure à quel point maintenant, ça veut dire que tu pèses un peu dans le game, maintenant que tu peux t'acheter un abonnement ici. Tu ne seras plus jamais considéré pareil, Tarte au flan aux œufs ici. Oui, je considère, moi, qu'il faut être quand même un peu fragile pour être perturbé par le fait qu'on se dise « Tiens, on va faire une danse inspirée par des danses roms si on demandait aux Roms comment ils font. » Si on demandait aux Roms, finalement, leur avis sur cette danse-là. En fait, tout va bien, ça va pas briser tout de demander l'avis de quelqu'un. Hein. Vraiment, t'as l'impression que c'est du vieux cinquantenaire, tu sais, très avec ses œillères, à qui sa femme à côté, parce que c'est lui qui conduit forcément la voiture, dit mais on ferait bien de demander notre chemin, non, on pourrait pas demander notre chemin, et qui dit non, c'est bon, je sais où je vais, merde. Pour moi, il y a vraiment ce côté-là, c'est pas grave de demander, c'est pas grave de pas savoir de temps en temps. Vraiment, enfin, je sais pas. Vous parlez des cinémas Gaumont qui retransmettent quelques captations en direct par an pour environ 35 € la séance, et Félix lui dit 35 € pour un opéra pas en direct, c'est du vol. Je trouve effectivement que c'est un peu cher, ces séances-là, pour un opéra qui est pas en direct. Après, ce qui est bien, moi j'aime bien aller voir ces séances parce que je trouve qu'on voit très bien les spectacles en question.
On les voit bien d'un point de vue de la mise en scène. Pour moi, qui regarde avec mes yeux de metteuse en scène, aller voir un opéra au cinéma, c'est trop bien parce que du coup, on voit hyper bien les décors et la mise en scène pour peu que ce soit bien filmé. Après, effectivement, je trouve ça cher aussi pour ce que c'est, en sachant que on n'a pas les interprètes en live, on n'a pas la musique, on n'a pas le en live, voilà. Bon, mais sachez que potentiellement, moi par exemple, à Clermont, mais même aux alentours, vous pouvez aller voir des opéras pas complètement nazes pour des fois une dizaine d'euros. Enfin vraiment, c'est très très peu cher dans certains endroits. Même au festival d'art lyrique à Aix-en-Provence, qui est quand même un festival très très bourgeois, aristo, tout ce qu'on veut, il y a des possibilités quand on prend les places assez tôt pour avoir des places à une quinzaine d'euros. Moi j'ai vu des grands opéras pour 10 ou 15 euros à Aix-en-Provence, quoi. Donc voilà, sachez qu'il y a toujours des moyens, c'est juste qu'on a tendance à pas les mettre en avant. Également, stop s'habiller bien pour aller au concert opéra. Oui, moi je m'habille pas particulièrement bien. Des fois, j'essaie de faire un effort, d'autres fois pas du tout. Et j'estime que qu'ils seront obligés de m'accepter. On en avait parlé quand j'avais invité du coup dans Créatrice Lila à Josie, qui était qui a été chanteuse lyrique et qui est chef d'ensemble, et qui disait que pour elle, s'habiller bien, c'était une façon de dire aux représentants, aux gens sur scène, en gros, bon, vous vous êtes préparés, vous êtes bien habillés, et ben moi aussi je m'habille bien parce que comme ça vous fait plaisir, et voilà, on se fait plaisir tous ensemble. Pour autant, c'est vrai que très souvent, ça bloque les gens pour aller voir des concerts classiques ou des opéras. Moi, très honnêtement, quand je vous parlais des grands opéras que j'avais vus à Aix-en-Provence, il y a vraiment, là pour le coup, pendant le festival de la lyrique, il y a des gens qui viennent avec des fourrures et des machins, vraiment, c'est un truc de fou. Moi, je suis allée voir Nathalie Dessay avec ma salopette toute déchirée sur le bas et une vieille et un vieux t-shirt. Voilà, j'y suis allée comme ça, hein, et j'ai pas mis de bijoux, de fourrure, de machin. De temps en temps, je trouve que c'est cool de bien s'habiller si vous en avez envie. Très honnêtement, personne ne vous jettera à la porte parce que vous arrivez en jean basket pour voir un opéra. Genre vraiment, personne. Et s'il y a quelqu'un qui vous regarde mal, il va vite arrêter de vous regarder. De toute façon, il y a autre chose de mieux à regarder et à écouter normalement. Donc vraiment, ne vous inquiétez pas là-dessus. Vous pouvez y aller habillé comme vous voulez à l'opéra, dans des concerts classiques. Tout le monde s'en fout que vous soyez en jean dans ces trucs-là. Vraiment. Enfin, tout le monde ne s'en fout pas, malheureusement. Mais personne ne vous virera pour ça. Et il faut plus de gens qui y vont en jean et en vieille salopette naze. Parce que sinon, bah voilà, on se retrouve avec toujours les mêmes personnes dans les opéras et dans les concerts classiques. Donc, ils sont vraiment en mode, oh, franchement, les gueux, là, laissez-nous tranquilles. Oui, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Cela dit, nous, quand on veut cramer les bourgeois, on leur demande pas leur avis. C'est même mieux parfois de demander au lieu de tomber dans les clichés. Mais oui, après, on vit dans une époque très nostalgique, même en termes culturels. Au cinéma, ils font que ça, de la nostalgie des années 80, même dans le JV, etc. et en politique. C'est vrai qu'on pourrait parler de cette société de la nostalgie un petit peu. Le coup de demander son chemin, c'est vrai, je confirme. Le problème avec cet argument, c'est de partir du principe que les Roms sont tous d'accord pour dire qu'on doit danser de cette façon-là pour ne pas les offenser. Bah oui, non mais oui, mais globalement, le fait de demander de l'avis, le fait de parler, c'est pas dingue, quoi. Je veux dire, c'est pas grave non plus, quoi. Pas complètement naze, such praise. Alors qu'en réalité, l'opéra s'ouvre sur le monde depuis des décennies et ça va à tout le monde. Oui, je savais même pas qu'il fallait bien s'habiller aux opéras. Bah, il y a des gens qui continuent à bien s'habiller pour aller aux opéras, ouais. Dans les cinévilles, c'est plus intéressant, 23 € le spectacle, 95 € les 5 et 145 € les 10. 145 € les 10, c'est fait beaucoup d'un coup, mais finalement, c'est pas si cher si on revient au prix du spectacle. Voilà. Je pense qu'il manque tellement de spectateurs qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire les difficiles. Il ne faut pas juste les bourges aiment bien montrer leur fric, c'est ça. Quelle que soit la raison, en fait, c'est cool de bien s'habiller, de se pomponner si on en a envie, et de s'habiller normalement, si pas envie de faire autrement, parce que zut, tout à fait. Bref, finissons cet article. En novembre, d'autres compagnies sont également empêtrées dans des réorganisations du Casse-Noisette afin d'éliminer les éléments caricaturaux de la danse arabe et de la danse chinoise, comme le Scottish Ballet et le Royal Ballet, 2 des 4 compagnies nationales du Royaume-Uni, rapporte The Daily Mail. Dans la version originale du ballet, 2 enfants étaient noircis au 2e acte, ce qui a suscité des cris d'orfraie dès 2015. Et c'est normal, encore une fois. Mais qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir 2 enfants avec un blackface au 2e acte de Casse-Noisette? Est-ce qu'il y a vraiment des gens, parce que ça choque quand ils y sont, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui, quand ces 2 enfants-là n'y sont pas, vont dire « Ah bah là, il manque les 2 enfants qui sont peints en noir, hein ». Là, il y a 2 enfants qui n'ont pas fait leur blackface. Casse-Noisette n'aura plus jamais la même saveur. Enfin, vraiment,
Personne ne dit ça. C'est très bien qu'on enlève ces machins-là au bout d'un moment. Je sais pas, je comprends pas. Il faut quand même être sacrément fragile, encore une fois, pour se dire Casse-Noisette est ruiné parce qu'il n'y a plus le blackface des 2 enfants au 2e acte. Dans un processus continu de discussion avec les membres de la compagnie et les invités, le Royal Ballet s'efforce chaque saison de créer un environnement inclusif pour ses interprètes et son public, a fait savoir l'institution, laquelle a décidé de supprimer la présence des 3 ballerines dans la danse arabe, privilégiant un duo homme-femme afin de créer un environnement inclusif pour les artistes et le public. Mais pareil, ça c'est pas grave. Enfin, je sais pas à quel point... Déjà, moi, par exemple, j'ai jamais vu... Si j'en ai vu une fois peut-être. Peut-être, mais alors c'est pas la version qui m'a le plus marqué. J'ai quasiment jamais vu cette fameuse danse arabe avec 3 ballerines et un seul danseur. Moi, vraiment, un des trucs qui m'a le plus marqué, c'était cette danseuse avec les 2 danseurs sur ce passage-là. Enfin, encore une fois, ça m'a pas ruiné Casse-Noisette, hein. Ça va, hein. Si les enfants sont censés être noirs, j'ai une idée révolutionnaire un peu engagée des enfants noirs. Oula! Non, c'est trop. C'est trop. Non, mais oui, en plus, oui, s'il y a besoin, si vraiment il y a besoin d'enfants noirs pour cette scène-là, pourquoi pas? Mais alors, moi, je ne sais pas de quelle scène il parle, hein, parce que, honnêtement, les versions que j'ai vues de Casse-Noisette, il n'y avait pas d'enfants sur scène à ce moment-là. Et ça me choquait pas plus que ça, hein. Je ne sais pas. Le blackface en Russie en 1892, c'était logique. En 2021, c'est plus difficile. Mais y a-t-il assez de petits rats noirs? Honnêtement, je sais même pas s'il y a besoin là de ces fameux 2 enfants. Enfin, il y a un truc où il faut remettre aussi la mise en scène en question. Et au-delà du fait que ce serait bien d'avoir plus de diversité sur scène, enfin, encore une fois, ces 2 enfants là, je me souviens pas de où est-ce qu'ils arrivent au 2e acte, quoi. Donc c'est pas très grave si on supprime ça de la mise en scène. Je pense que l'on peut trouver des gens pour qui modifier une ligne sur un texte vient du sacrilège. Il n'y a qu'à voir les vagues de haine dès que l'on fait un remake d'un film classique. Du côté du Scottish Ballet, il a été décidé dès le début du mois de novembre de supprimer les éléments litigieux après qu'un examen a révélé la prolifération de stéréotypes raciaux dans certaines scènes. En 2020, l'institution écossaise faisait acte de contrition, considérant que ses 50 ans d'histoire incluaient un contenu artistique obsolète et raciste. Dans un article publié sur le site internet de la compagnie, intitulé Black Lives Matter, comment le Scottish Ballet s'attaque à l'antiracisme dans le ballet, la troupe se flagellait d'autant plus qu'en examinant leur propre histoire, en comprenant et en acceptant la manière dont le Scottish Ballet a fait partie du racisme institutionnel et systémique et en a bénéficié, ils espèrent encourager les autres à faire de même. Mais je vois pas en quoi c'est se flageller. Il y a vraiment un truc au niveau du vocabulaire utilisé, vraiment ce truc de dire mais moi je suis entier, moi je m'excuse pas. Enfin, c'est bon, on a le droit de s'excuser et revenir sur ce qu'on a été, mais en plus, c'est même pas une seule personne qui a été ça, c'est une institution. On se doute bien qu'il y a des institutions qui doivent être réformées. C'est le propre des institutions, de toute façon, d'être réformées au bout d'un moment. C'est quand même pas grand-chose de regarder ses œuvres historiques et de se dire ouais, c'était ça, c'était quand même pas ouf. Je veux dire, c'est pas dingue. C'est pas dingue du tout. Le fait de dire c'est s'auto-flageller, mais non, pas du tout. C'est juste regarder en arrière et se dire bon ben écoutez, ça c'était pas ouf, on le refera peut-être pas. Mais c'était pas ouf pour la société de maintenant. À l'époque, ça passait. Eh bien, ma foi, à l'époque, ça passait. C'est pas une raison pour que ça passe maintenant. Encore une fois, et bien évidemment, le Figaro est fidèle à lui-même. On est bien d'accord, Félix. Mais on est vraiment sur une fragilité de fou, quoi. De se dire, non, on touche à rien. Et puis, on s'excuse pas. C'est de la merde de s'excuser. Oh là là... Ça va, c'est pas grave. Et là, c'est même pas spécialement s'excuser, en fait. C'est reconnaître qu'il y a eu des problèmes et qu'elles veulent passer à mieux pour la suite. Mais oui, il y a même pas une notion d'excuse en mode... vraiment, c'est quelque chose qu'on fera... Enfin, qu'à l'époque, on n'aurait jamais dû faire et qu'on fera plus jamais. C'est le fait de dire... À l'époque, ça passait, maintenant, non, donc on ne le fera plus, c'est quand même... Enfin, ça va comme flagellation, c'est quand même assez... reconnaître que certains trucs qui étaient normaux à l'époque sont problématiques maintenant, enfin, je veux dire, c'est... Enfin, je sais pas. Il y a vraiment des trucs dans les gens qui ont peur des woke qui me dépassent un peu. Parce que c'est pas fou, quoi. C'est pas fou, je trouve, comme prise de position.
En mode pénitence, oui, c'est ça. Pour eux, il n'y a pas de problème, justement. Bah oui, je suppose que pour eux, il n'y a pas de problème, mais en même temps, je suis bien sûre qu'ils diraient non, non au racisme. Tu vois, si on leur disait, est-ce que vous êtes raciste? Ils diraient non. Enfin voilà, je pense que c'est juste la façon de le dire et de le prendre qui fait peur aux gens. Mais ça va, c'est pas fou, quoi. C'est pas dingue comme prise de position. Et c'est pas grave de regarder son histoire et de se dire ah ouais, ça on a fait ça quand même, c'est pas dingue, c'est pas fou, quoi. Ça passerait pas maintenant et il faut plus que ça passe maintenant. Un article, 1 heure, on ne devait pas faire vite à la base. Si, mais ça va prendre très peu de temps parce que là, ça on l'a même pas en entier. Donc sachez qu'il y a un ajout de sœur dans le missel. La nouvelle traduction du missel romain qui entre en vigueur ce dimanche 28 novembre remplace dans certaines prières liturgiques frères par frères et sœurs. Éclairage du père Henri Delougne, coordinateur de la commission du missel romain, et du père Samuel Berry, délégué épiscopal pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Bon, on les aura pas, hein, les analyses. Je vous dis juste ça. Concession faite au féminisme ou fidélité au texte latin, la nouvelle traduction du missel romain remplace à plusieurs reprises le mot frère par la formule frères et sœurs et serviteurs par serviteurs et servantes. C'est le cas dans l'introduction du rite pénitentiel. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Et à 2 reprises dans le Je confesse à Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. La nouvelle prière sur les offrandes inclut également cette nouvelle adresse, etc. Bon. Et du coup, on a juste, au début, ce n'est pas une concession faite au féminisme, mais un retour à la richesse du texte latin, explique Bernadette Mélois, directrice du service national pour la pastorale liturgique et sacramentelle. Frères et sœurs renvoient à la fraternité tant significative de l'église du premier millénaire. Bon voilà, donc, mine de rien, c'est pas con. Rajoute de la neutralité dans l'église, c'est qu'on rétablit de la neutralité dans l'église, et là pour le coup ça devrait faire plaisir à tout le monde, parce que ça veut dire que voilà, qu'on est sur un retour à quelque chose qui avait été perdu, une neutralité. Voilà, la fraternité, c'est en fait la fraternité et la sororité, donc on met frères et sœurs, serviteurs et servantes, jusque-là tout va bien. La woke culture n'aura pas tout emporté sur son passage. Non mais voilà, finalement, on peut... Et en vrai, c'est assez représentatif de quelque chose, parce que justement, le fait qu'on ajoute sœur, par exemple, dans le missel, il y a un côté, oui, mais du coup, ça c'est tout à fait le féminisme, machin, et en réalité, on se rend compte que c'est pas tant le féminisme ou le woke que ça, que c'est plutôt, finalement, un retour à une neutralité qui existait auparavant et qui a fait défaut à un moment. Et en parlant de neutralité, on va enchaîner avec ça puisqu'on va avoir le pronom yel. Mais encore une fois, le fait de gueuler sur la grammaire avec le masculin l'emporte, ou sur la neutralité qui n'est pas neutre en fait parce que c'est une neutralité qui est masculine, c'est quelque chose où on a l'impression que c'est tout nouveau. Non. Le masculin l'emporte, par exemple, ce n'était pas le cas jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle, je crois. XVIIIe, il me semble. C'est-à-dire qu'il y avait auparavant un accord de proximité qui existait, il y avait un accord de sens qui pouvait exister, il y avait tout un tas d'accords différents qui pouvaient exister. Repenser ça, ce n'est pas repenser quelque chose qui n'a jamais été repensé, c'est repenser quelque chose qui a déjà été repensé, et on repense la version qui a déjà été repensée par rapport à la première version qu'on avait. Est-ce que je veux dire ? Je veux dire, on n'est pas les premiers à se demander si la grammaire correspond à la société dans laquelle on vit. Or, la grammaire telle qu'elle est maintenant ne correspond pas du tout à notre société à nous. Elle correspond à une société du 18e qui était très pétrie de patriarcat et de misogynie. Et voilà, on réévolue, et en réévoluant, on repart vers quelque chose qui est encore plus ancien. Finalement, ça devrait plaire à tout le monde. Et ben là, c'est pareil, frères et sœurs, finalement, ça correspond mieux à la langue latine de base. Mais vraiment, je pense que si on n'avait pas cette précision-là, il y aurait eu des gens pour s'élever en mode « Ah bah voilà, et ben même les glycymés, c'est n'importe quoi, les féministes sont partout, etc. » Sauf qu'au final, encore une fois, ce serait faire passer des militants et des militantes
pour des personnes qui veulent bouleverser complètement l'ordre établi et qui veulent détruire le monde tel qu'il a été créé jusque-là, alors qu'au contraire, on revient à une neutralité qui existait et qui n'existe plus. Donc vraiment, c'est drôle comme pour beaucoup de personnes, la sacro-sainte histoire linguistique et politique et plein de trucs à laquelle on devrait se raccrocher, c'est une histoire qui date finalement d'assez peu de temps. Enfin voilà, et c'est ça qui est fou. C'est que les gens ne se rendent pas compte à quel point notre histoire est héritée d'une histoire du 18e, voilà, et pas forcément d'une histoire plus ancienne. Et là, ce n'est même pas spécialement sexuel. Non, on l'a lu. On l'a lu, ça. Mon Dieu, on rajoute de la neutralité dans l'église. Mais oui, je pense que ça peut s'argumenter en dédiabolisant l'effet woke, qui a eu le même effet avec le féminisme, qui avait associé au féminin en mode provoque dans les médias de droite conservateurs pour les décrédibiliser le mouvement. Les gens conservateurs, ont besoin de se rassurer, c'est fatigant. Oui. L'air con quand même, on était plus inclusif au Moyen-Âge. Bon boulot à toi, Tartuflon aux œufs, bonne journée. C'est la peur du changement, c'est quelque chose de très humain. 17e, la fin de l'accord de proximité, c'est le copain Richelieu qui a décidé ça, entre autres. Voilà, c'est ça, 17e. Oui, mais c'est un retour en arrière, on vient à la sombre époque du Moyen-Âge quand les gens étaient tout sales et brûlaient des sorcières, c'est mal. C'est drôle à quel point... on a un peu ce truc de se dire le passé c'était bien, sauf quand ça va pas avec ce qu'on veut faire dire. Il y a vraiment un truc où, pour beaucoup de personnes qui sont très traditionnalistes, elles devraient se réjouir de tout retour au passé. Or, bien évidemment, on se rend compte que non, les personnes ne se réjouissent pas du tout de tout retour au passé, et même invisibilisent des arguments qui passent pour des trucs contemporains, alors qu'encore une fois, par exemple pour l'accord de proximité, c'est quelque chose qui existait bien avant. Voilà, c'est assez caractéristique d'une certaine façon de penser que de se dire non, on fait comme on a toujours fait avant. Enfin, comme on a toujours fait avant. Non, pas comme on a toujours fait avant, mais comme on a fait avant pendant une certaine période qui correspond mieux à nous. En tout cas, on réforme pas ça c'est chiant. Bon, voilà, que voulez-vous qu'on dise à ça Est-ce que c'est pas un effet du soft power américain? De quoi, le fait que les gens aient peur ou le fait qu'on revienne qu'on se réinterroge sur des trucs? Qu'est-ce qui est un effet du soft power américain? Dis-moi tout. Il y a encore des cookies vegan, ça me donne faim. Non, il n'y en a plus. C'est une vision fantasmée de l'histoire. Mais oui, en plus, qui est une vision fausse, qui est une vision biaisée. Non, un retour au passé, ça fait peur. Il ne faut juste pas bouger, en fait. Un retour au passé, c'est évoluer, peu importe la direction, ça fait peur. Pareil si on ne s'en rappelle pas directement. Bon, je viens de regarder l'acte 2 de Casse-Noisette mis en scène par Sergio Simon 2008 et je n'ai pas vu le blackface ni le danseur noir, donc c'est déjà fait de la supprimer. Ah non, mais oui, complètement. Qu'on n'a qu'une histoire d'un siècle. Tu veux dire pour les personnes qui sont très réfractaires, par exemple, au fait de changer l'accord, etc. Oui, ça peut. Honnêtement, je sais pas à quel point tout est un effet des États-Unis sur nous. Je sais pas. Ça peut. Salut Zerkané. Bon, on passe à Yel. Le Robert ajoute le pronom Yel dans son dictionnaire. Alors là, attention, on part pour une petite fin de live valeurs actuelles. Donc, je vous encourage à faire attention à vous. Le pronom inclusif Yel et ses diverses inclinaisons viennent de faire leur apparition dans le dictionnaire Le Robert, rapporte notamment Front Populaire. À en croire certains, les théories woke n'existeraient pas. Oh! Alors, on pense toujours que les woke n'existent pas, maintenant qu'ils nous mettent du Yel. Salut Kitty. Ou si peu qu'elles ne mériteraient en rien l'écho qu'elles suscitent dans la société. Pourtant, l'une de leurs plus célèbres déclinaisons langagières vient de faire son entrée dans le dictionnaire Le Robert, une référence dans le domaine du vocabulaire et de l'évolution du langage français. Depuis la fin du mois d'octobre, rapporte Front Populaire, le pronom inclusif Yel, qui sert à désigner une personne sans faire mention de son genre, a effectivement fait son entrée dans le Robert Web, en compagnie de plusieurs nouveaux mots, tels que passe sanitaire ou anti-vax. On a constaté que ce mot prenait de l'ampleur et nous l'avons intégré, explique Marie-Hélène Driveau au Figaro, qui s'inquiète de voir l'idéologie woke à l'assaut du dictionnaire. Mais enfin, calmez-vous avec l'idéologie woke. Le fait que Yel soit dans le dictionnaire, ça ne vous oblige pas à l'utiliser, enfin. Tout va bien, si vous ne voulez pas utiliser Yel, et n'utilisez pas Yel. C'est juste que les gens qui l'utilisent, du coup, si quelqu'un ne sait pas ce que ça veut dire, il peut regarder dans le dictionnaire et dire « Ah oui, Yel, c'est un pronom neutre ». Enfin, je veux dire, tout va bien, mais les personnes qui utilisaient Yel jusque-là, ils n'ont pas attendu que le Robert
le mettre dans le dictionnaire pour l'utiliser. Et les personnes qui ne l'utilisaient pas ne sont pas obligées d'utiliser tous les mots du dictionnaire. C'est pas un contrat que tu signes à partir du moment où tu écris. Enfin, tout va bien, je veux dire, vraiment, faut se calmer là-dessus. Vraiment, faut se calmer. Tous ces gens qui comprennent pas le fonctionnement d'un dico. Rebonjour les gens, salut Faeria à nouveau. Fragilité sur 20, mais oui, enfin, idéologie, si être antiraciste, tolérant, inclusif, c'est une idéologie, bah, visiblement c'en est une. Une démarche politique, pour autant l'ajout d'un tel pronom si parfaitement contraire aux usages de la langue française. Alors pourquoi si parfaitement contraire aux usages de la langue française ? Je suis curieuse de savoir ça, parce que la neutralité existe, la neutralité a toujours existé. À la base, le « on », c'était un pronom neutre, c'est juste qu'on en a fait quelque chose de plus si neutre que ça, finalement, parce qu'on l'utilise plus tellement pour quelque chose, pour désigner le neutre, pour désigner une personne genrée au neutre. Mais le fait est que « on » existe, « yel » peut exister, tout va bien, quoi, vraiment. C'est drôle comme ça fait paniquer des gens, je trouve. Alors pourquoi c'est contraire aux usages de la langue française alors que le neutre existe déjà, je ne sais pas. Relève bien plus chez le Robert d'une démarche politique que de la prétendue prise en compte de l'ampleur du mot qui reste encore très peu utilisé. Tous nos dictionnaires sont inclusifs depuis plusieurs années, assume Marie-Hélène Driveau. On a revu toutes les fois où il y avait écrit homme pour le remplacer par humain, se souvient-elle. Ainsi, note le Figaro, la définition de cheveux ne correspond plus à poil sur le crâne d'un homme. À la place, le Robert préfère parler de poil sur le crâne d'un humain. Non mais ça va, du coup. Je sais pas. Ben, on, pour moi, c'est plutôt pour un groupe. Oui. Non, mais Brigitte Macron a dit qu'il n'existait que 2 pronoms. Donc pas de on neutre. En plus. Alors du coup, c'est vrai. Le pronom yel, pour l'heure seulement intégré de manière probatoire au dictionnaire web du Robert, devrait faire son entrée dans la version papier dès 2022, même s'il n'est utilisé que par une partie ultra minoritaire de la population, de surcroît très rarement à l'oral. Mais du coup, tout va bien, encore une fois. Enfin, je veux dire, de quoi est-ce qu'ils se plaignent ? De quoi est-ce qu'ils ont peur, réellement ? Est-ce que la trouille, elle vient du fait que les gens l'utilisent plus ? Est-ce que la trouille, elle vient du fait que ce soit écrit quelque part dans un dictionnaire, et que du coup, plus de personnes puissent comprendre plus de personnes ? D'où elle vient la peur en fait? Je comprends pas d'où vient la menace. Je comprends pas. D'autant plus s'ils disent qu'il est utilisé que par une partie ultra minoritaire de la population. Enfin, il faut bien dire ce qui est. La plupart des mots dans le dictionnaire sont utilisés... Enfin, la plupart non, mais beaucoup de mots dans le dictionnaire sont utilisés par une partie ultra minoritaire de la population. Je veux dire, il y a quand même des mots dans le dictionnaire, à part citer, je ne sais pas, par exemple, un biologiste extrêmement spécialisé dans la recherche sur, je ne sais pas, les crapauds d'Amérique du Sud. Bon, bah, il y a des mots, honnêtement, tu ne les utiliseras jamais. Il y a quand même du vocabulaire ultra spécifique dans le Robert. Il n'y a pas que des mots de la langue courante qu'on utilise en permanence. Je veux dire, c'est pas très grave, et en soi, c'est même le principe d'un dictionnaire de compiler tous les mots, logiquement, ce qui fait que si tu cherches un mot et que tu ne le comprends pas parce que justement il est très peu utilisé, eh bien paf, tu lis le dictionnaire, tu regardes à ton mot, ça te donne la définition. Ça ne veut pas dire du tout que tu es obligé d'utiliser tous les mots, ça ne veut pas dire du tout voilà, qu'il y a le moindre souci autour du fait que tu ne veux pas utiliser un mot. Il y a plein de mots du dictionnaire que je n'ai jamais utilisés, pour autant je trouve que c'est très bien qu'ils soient dans le dictionnaire, au cas où je les rencontrerai et que je ne saurais pas ce que ça veut dire. Enfin, vraiment quoi. Quand j'en ai parlé avec les amis de chérie, c'était la peur qu'on les oblige à être non-binaires. Mais c'est fou, enfin. Encore une fois, il y a des mots de biologie marine à l'intérieur du dictionnaire. Ça ne t'oblige pas. Mon Dieu, mais il y a des seins. Pourquoi est-ce qu'on nous montre des seins dans les pubs? Mais enfin, je suis obligée de censurer les pubs, vraiment. Mais oui, ça ne veut sûrement pas dire que voilà, qu'on est obligé d'utiliser tout et qu'on est obligé de connaître tout. Et enfin... Le dictionnaire est descriptif et non prescriptif, mais tout à fait, c'est l'argument principal de Linguisticae. Le fait qu'on n'est pas obligé d'utiliser les mots, le fait qu'il y a plein de mots qui sont minoritairement utilisés. Je propose de s'assurer que tous les gens qui râlent sur Yel utilisent bien régulièrement le mot amphigourique qui est dans le Robert. Pas de souci. C'est à croire qu'ils n'utilisent pas un dictionnaire correctement. Bah oui, visiblement oui. Ah, on est repassé à la peluche, donc tout va bien. Je vais vite lire avant que les seins ne reviennent. Le pronom Yel, pour l'heure seulement intégré de manière... Non, attendez, on l'a déjà lu. Gna 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 gna.
Pourtant, notre Front populaire, il n'en reste pas moins qu'il connaît un certain succès dans de nombreuses organisations officielles. Le trimestriel souverainiste fondé par Michel Onfray cite notamment certaines universités publiques, comme à Toulouse ou à Lille, plusieurs municipalités ou partis politiques de gauche, essentiellement chez EELV, Europe Écologie Les Verts, ainsi qu'au PS et chez LFI. Quelques médias comme Libération ou Mediapart l'ont également autorisé, ainsi que le reste des usages de l'écriture inclusive, sans toutefois en systématiser l'utilisation. L'État, lui, en a interdit l'usage dans son administration en février 2019, sur décision d'Édouard Philippe. Mais du coup, ils se plaignent. Tout va bien. Tout va bien. Je sais pas, mais vraiment, je pense que... tout va bien. Vraiment. S'il existe Bob et Ponge dans le déco, ça ne m'oblige pas à regarder une série sous-en fait. Oui, non mais non. Enfin bon, écoutez, voilà, ça panique. Alors, deuxième article dessus. 85 parlementaires dénoncent une déconstruction de la langue au gré des revendications idéologiques. Dans une tribune publiée par le journal du dimanche samedi 27 novembre, des députés et sénateurs les Républicains s'insurgent contre l'arrivée du pronom yel dans l'édition en ligne du dictionnaire Le Robert. La décision du Robert d'insérer le pronom inclusif yel dans son édition en ligne du dictionnaire continue de provoquer une levée de boucliers. Dans une tribune publiée samedi 27 novembre par le journal du dimanche, ce sont désormais des dizaines de parlementaires les Républicains qui s'insurgent contre cette démarche et dénoncent un acte militant. Tiens, on va aller la voir. Hop là. Nous, sénateurs et députés les Républicains, refusons que la langue française soit déconstruite au gré de revendications idéologiques portées par des militants n'ayant comme seul projet que la défense de leur intérêt particulier. C'est quand même fort d'avoir des personnes qui sont eux-mêmes en train d'avoir comme seul projet la défense de leur intérêt particulier, qui reprochent à d'autres d'avoir comme seul projet la défense de leurs intérêts particuliers. Mais d'autant plus qu'encore une fois, yel, c'est pas fou, et ça ne t'oblige pas à l'utiliser. Si tu ne veux pas l'utiliser, tu peux ne pas l'utiliser, vraiment. Au moins, il n'y a jamais eu autant de personnes qui ont lu le dico, ça c'est vrai. On le voit pas du tout ce pronom, mais pour eux, la peur c'est que ça devienne prescriptif, parce qu'ils pensent que la langue se prescrit. Mais c'est idiot, vraiment. Vraiment. Ces élus de droite rappellent dans le JDD l'intérêt supérieur que revêt notre grande et belle langue française. Les partisans d'une grammaire non genrée mettent en avant l'inclusivité de tous. Les signataires de la tribune considèrent de leur côté que s'il peut y avoir derrière cette démarche de bonnes intentions, ce n'est pas en transformant notre langue que les peines et les souffrances de certains parcours de vie s'estomperont. Ben, alors déjà, qu'est-ce que t'en sais? Et puis ensuite, ça commence quand même par là. Ça commence quand même par la langue aussi, par avoir quelque chose qui te désigne et qui potentiellement peut éviter d'un point de vue de la grammaire, d'insuffler des idées dès le plus jeune âge, quoi. Vraiment, le masculin l'emporte. Encore une fois, le masculin l'emporte, quoi. Il dénonce enfin une démarche qui, au nom d'une forme d'unité, revêt le danger d'une déconstruction de notre langue, de notre histoire, mais aussi de notre nation. J'aime bien me dire que quand on utilise le pronom yel, on déconstruit notre nation. Moi, je trouve que c'est m'attribuer un pouvoir immense que je suis heureuse de prendre en charge. Et de conclure que cette modification de la langue risque davantage de créer la désunion des Français qu'autre chose. Encore une fois, yel, c'est utilisé depuis pas mal de temps déjà, et la désunion des Français, je crois pas qu'elle ait commencé avec yel. Enfin, je trouve ça fou, vraiment, je trouve ça dingue. Je trouve ça dingue. Ouais, mais t'écoutes la droite, on est le pays élu selon eux, donc bon, les mecs sont jamais sortis de la France pour voir. Non, mais même, enfin, je veux dire, ça ne déconstruit rien, tout va bien, enfin, on est encore une fois sur un faux problème, quoi, vraiment. Tellement sur un faux problème. Non, je ne veux pas que tu affiches tes notifications. Oh là là, mais c'est long. Ah non, c'est pas long. Non, c'est pas long du tout. Ah, voici leur tribune. Allez, petite tribune des Républicains. Le petit Robert vient d'ajouter récemment le mot yel comme pronom personnel désignant les personnes ne se reconnaissant pas dans un genre en particulier. Alors, ça désigne les personnes ne se reconnaissant pas dans un genre en particulier, ou les moments où on ne peut pas présager du fait que ce soit il ou elle. Et pour éviter de mettre il ou elle, on met yel, ou il par défaut, on mettrait yel. Donc déjà, c'est pas tout à fait juste. Mais bon. Nous, sénateurs et députés les Républicains, refusons que la langue française soit déconstruite. Ça déjà, c'est assez fort. De refuser que la langue française soit déconstruite, ça veut dire que juste de refuser que la langue française soit repensée. Que refuser que la langue française évolue. On refuse que la langue française soit étudiée, pensée, révolutionnée, même, pourquoi pas. Mais enfin là, on est loin de la révolution. C'est refuser juste que la langue française soit vivante, quoi. C'est assez fou. Encore une fois, on est sur un truc dont j'avais beaucoup parlé auparavant, mais le mot déconstruit fait énormément peur parce que c'est du vocabulaire militant, mais à côté de ça, une déconstruction,
c'est ni plus ni moins que ce que tout le monde fait à partir du moment où il s'intéresse à un sujet, hein. Le fait de repenser les bases et les acquis qu'on avait jusque-là, mais qui finalement, à l'éclairage de certains discours, livres, connaissances qu'on acquiert par la suite, ne nous semblent plus aussi justes qu'avant. Tac, du coup, on les repense, on les estompe un peu, on les met de côté comme des croyances, comme des bases qu'on a pu avoir auparavant, et on se reconstruit avec les nouvelles bases que on a réussi à, on va dire, clarifier grâce aux lectures, grâce aux discours, grâce à plein de trucs. C'est faux de penser qu'il n'y a que les militants de gauche ou qu'il n'y a que les militants féministes qui ont ce discours-là, qui ont ce processus-là de déconstruction. Enfin, je veux dire, la déconstruction, c'est juste ce que font 90% des militants de tout poil, hein. On peut avoir une déconstruction d'extrême droite, par exemple. Enfin voilà, on peut... et d'ailleurs, ils le glorifient assez, ce genre de parcours-là, dans leur propre milieu. Vraiment, c'est le principe de « Ah, avant, j'étais d'extrême gauche, et puis finalement, en voyant comment les choses se passent, et en lisant je ne sais trop qui, et en écoutant je ne sais trop quoi, je me suis rendu compte que finalement, eh ben, c'était ça qu'il fallait, et que du coup, eh ben, finalement, je suis d'extrême droite maintenant. » Est-ce qu'on peut pas parler de déconstruction à partir du moment où juste, en tant que militant ou en tant qu'être humain, tout simplement, on apprend des choses, on se rend compte que ce qu'on croyait être juste avant, finalement ne l'est pas tant que ça, on repense à la façon dont on a été construit, et ça nous amène à une nouvelle construction. Encore une fois, arrêtons de mettre ce vocabulaire militant comme étant une espèce d'arme d'ultra-gauche ou de féministes qui veulent détruire le monde. Vraiment pas. Vraiment, vraiment pas. La déconstruction, c'est un processus militant politique qui peut exister autant à l'extrême gauche qu'à l'extrême droite. C'est un processus, la déconstruction. Vraiment. Vraiment. Merci, bienvenue à bord du Elsa Jet. Je vais me faire peut-être des... Si quelqu'un m'entend et qui sait faire des uniformes, vendons des t-shirts uniformes à Elsa Jet. Faisons des pins Elsa Jet. Bref. Pardon. Mais voilà, encore une fois, sur la déconstruction, c'est un processus militant. C'est un processus militant, point. Voilà. Pour ceux qui n'ont pas la private joke sur Elsa Jet, allez voir ma dernière vidéo sur la chaîne YouTube On se laisse la nuit. Voilà tout. Et après, faites des designs pour qu'on puisse tous avoir des t-shirts Elsa Jet. Avec marqué en dessous « Partir, c'est s'en aller ». Nous, sénateurs et députés, les républicains, refusons que la langue française soit déconstruite, donc au gré des revendications idéologiques portées par des militants n'ayant comme seul projet que la défense de leurs intérêts particuliers. Bon, bref. En tant qu'élus de la nation, notre rôle est de rappeler l'intérêt supérieur que revêt notre grande et belle langue française, tout à fait, grande et belle langue française qui a une histoire qui ne correspond pas à la grammaire telle qu'elle est maintenant. Peu importe. Tout comme l'impérieuse nécessité de rassembler les Français autour de valeurs communes. Nous affirmons que ce n'est pas rassembler les Français autour de valeurs communes, sauf ceux qui pensent pas comme nous. Mais sinon, rassembler les Français. Mais pas tous. Mais ceux qui pensent comme nous, en tout cas, oui. Alors, du coup, ils sont déjà rassemblés. Mais bon, nous affirmons que ce n'est pas en transformant notre langue que les peines et les souffrances de certains parcours de vie s'estomperont. Pire, elles s'accentueront en créant de nouvelles scissions entre nos concitoyens et en nous affaiblissant collectivement. Oh, ça nous affaiblit tous. À chaque fois que vous utilisez Yel, un député Les Républicains est affaibli. Je ne veux pas vous faire envie, mais visiblement, c'est la marche à suivre. Nous pensons que la langue française, patrimoine partagé avec toute la francophonie, faisant rayonner la culture des Lumières, au-delà de la fameuse culture des Lumières, hein, celle-là même que tout le monde nous envie. Au-delà de nos frontières est d'une telle richesse qu'elle permet d'exprimer tous les combats, comme en témoignent les avancées au nom de l'égalité. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a des personnes qui n'ont rien à voir avec ces combats qui disent si, ça a fait avancer tous les combats, donc stop. Stop à vous, hein, là, ça suffit. Je crois que oui, ils perdent des points de vie à chaque fois qu'elles voient Yel. Oui, je pense que c'est ça. Qui elle voit Yel, oui, c'est ça, tout à fait. Au-delà de ça, la culture des Lumières, tout va bien.
hein. Tout va bien sur la culture des Lumières, elle ne disparaît pas à chaque fois que quelqu'un utilise Yel. Et puis surtout, il faut arrêter de sacraliser complètement la culture des Lumières. Il y a toute une culture avant la culture des Lumières, il y a toute une culture après la culture des Lumières. La France ne peut pas se résumer à la culture des Lumières. Il faut arrêter avec ça. C'est un cliché de plus. C'est une culture qui est très importante, qui est fondamentale, la culture des Lumières. Il n'y a aucun souci. Moi, je ne remets pas en question la culture des Lumières, mais vraiment, on peut voir avant, on peut voir après. Je pense qu'il faut, il faut vraiment s'ouvrir l'esprit et lire autre chose que du Voltaire, du Diderot, ça fait du bien. Mais la francophonie, justement, c'est pas uniquement dans l'Hexagone, il y a plein de néologismes. Mais oui, en plus, la patrimoine partagé avec toute la francophonie, honnêtement, les Canadiens font des trucs bien plus fous que nous au niveau des ajouts de vocabulaire. Enfin, vraiment, je comprends mal leur... c'est claqué au sol, leur argumentaire, vraiment. En outre, derrière ces actes militants qui peuvent être parés de bonnes intentions, c'est bien le danger d'une déconstruction de notre langue. Alors la déconstruction de la langue, elle est quotidienne, hein, c'est le principe... alors là, pour le coup, je suis pas linguiste, je vous encourage vraiment à aller voir des vidéos de linguistes autour de la construction, puis la déconstruction, puis la reconstruction des langues. C'est toujours très très intéressant. De notre langue, de notre histoire, mais aussi de notre nation qui se joue. Plutôt que de prôner l'individualisme et la désunion, nous avons besoin plus que jamais de nous unir autour de la défense de nos valeurs et de nos biens communs. Alors, quelle est la défense de nos valeurs et de nos biens communs? Bon, là-dessus, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire, nos biens communs, c'est les pronoms. Nos biens communs, c'est la langue française telle qu'elle a été conçue au XVIIIe siècle ou au XVIIe siècle. Les biens communs, c'est quoi? Les biens communs, c'est qui? Les biens communs, c'est ouh. Je ne sais pas. Voilà, bon, écoutez, ils ont très peur. Et du coup, si vous voulez faire perdre des points de vie à un député LR, n'hésitez pas à utiliser Yel un max de fois. Écoutez, on va essayer. Oh là là, est-ce que je n'ai pas déjà dépassé? Si, mais j'ai dépassé l'horaire que j'avais dit que j'allais prendre. Bon, écoutez, mais là ça a l'air d'être n'importe quoi aussi, ça donne envie de le lire. Allez, on lit vite fait ça et après on arrête. Interrogé par BFM TV mercredi 17 novembre, le lexicographe Bernard Cerchilini a critiqué le choix du Robert d'ajouter le pronom inclusif Yel dans son dictionnaire. Est-ce qu'on va pas avoir à nouveau exactement les mêmes arguments? Les défenseurs du Yel soutiennent notamment qu'un dictionnaire usuel n'a pas pour rôle de décréter qu'un mot est français, mais uniquement de recenser les termes usités. Merci beaucoup, 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 Feria. Merci de me faire manger. Merci à tous ceux qui me font manger en lâchant des abonnements, des primes et des bits. Vous êtes en or. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Gna gna gna, ce qui explique que de nouveaux mots font leur apparition dans chaque nouvelle édition. Un argument battu en brèche par Bernard Cerchilini. Nos confrères du Robert nous disent que l'attestation de Yel est relativement faible mais en progression, a-t-il expliqué sur BFM TV. Mais elle est en réalité nullissime, on ne la rencontre que dans les textes militants. Oui, et ben il y a des trucs qu'on ne rencontre encore une fois que dans les textes de biologie marine. Mais si on tombe dessus et qu'on a envie de savoir, bon bah voilà. C'est les défenseurs de quoi que ce soit, c'est pas les défenseurs de quoi que ce soit, c'est le principe linguistique. Mais oui, les députés LR, ils ont un vrai problème avec le pronom Yel. Yel devrait vraiment se détendre. Tac, 3 points de vie supprimés à un député LR au choix. Ou au pif. Voilà. Selon le lexicographe, pour que le pronom apparaisse dans un dictionnaire, il faut que son usage soit attesté à l'oral, à l'écrit, dans plusieurs générations, qu'il soit dans la langue courante. Mais non, pas du tout, pas du tout. Mais enfin, il y a plein de mots qui ne sont pas dans la langue courante, qui sont dans le dictionnaire. Il juge également qu'il n'est pas forcément une bonne solution pour définir les personnes ne se reconnaissant d'aucun genre, parce que lui, il la connaît, la bonne solution. Les pronoms n'existent pas seuls, on fait des phrases avec eux, détaille-t-il. Il juge que les qualificatifs masculins ou féminins ne seront pas plus acceptés par les gens qui se sentent neutres que les pronoms. Ah bon? Il faudra donc inventer une forme neutre à l'adjectif, on va neutraliser la langue, relève-t-il, et d'ajouter que l'on peut respecter les ressentis de chacun et le droit de s'exprimer comme on veut, mais pas de modifier un système de langue vieux de 2000 ans. Ah, alors là, pour le coup, ça tombe un peu à côté, parce que ce système de langue n'est pas vieux de 2000 ans. Bon, écoutez, je pense que vraiment, on a fait le tour autour de Yel. Bien évidemment, allez voir, n'hésitez pas à aller voir des vidéos de plein de personnes, notamment des linguistes, effectivement, qui se sont penchés dessus. Je trouve que c'est très
très très intéressant et que on ne voit pas assez ce genre de vidéos-là, on n'oppose pas assez à ces gens-là ce genre de vidéos-là parce que voilà, finalement, quand s'ils avaient vraiment les vrais arguments des linguistes en face, il n'y a pas grand-chose à dire à part ça va, tout va bien, c'est pas grave, personne ne t'oblige à l'utiliser, le pronom Yel, d'accord? Donc tout va bien. Waouh, le lexicographe qui pense que le français moderne a 2000 ans, expertise sur 20. C'est clair. C'est clair. Il y a 2000 ans, les Romains parlaient français, du coup. Oui. Oui. Oui, bah oui. Voilà. Vous êtes lexicographe? Non? Bah voilà. Il y a 2000 ans, on parlait le latin où le nôtre existe. Non, mais c'est pas pareil. C'est pas... Oh, ça va. Vraiment, vraiment une panique injustifiée. Je pense que Yel, j'espère que bientôt tout le monde titrera ça avec Yel, une panique injustifiée. Vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, écoutez, est-ce que je peux vous lancer sur des gens? Est-ce qu'on peut lancer un raid sur quelqu'un? Est-ce que vous avez quelqu'un sur qui vous aimeriez lancer un raid, d'ailleurs? Est-ce que vous avez des... Yel, ton univers impitoyable. Est-ce que vous avez des gens... Il y a Joule, mais est-ce qu'on n'a pas déjà Alice Rage? Ah tiens, Alice Rage, c'est vrai. Est-ce que j'avais pas dit déjà la dernière fois qu'on allait y aller chez Alice Rage et on l'avait pas fait? Elle fait des trucs Animal Crossing, j'ai l'impression, Alice Rage. Allez, c'est mignon. Allons voir Alice Rage. Hop! Go! Go vers Alice Rage. Tac. C'est le premier caddie qui a eu raison. Voilà. Bon, écoutez, merci beaucoup. Beaucoup. Merci, Pline. On a lu tous les articles, effectivement. Merci beaucoup d'avoir été là pour cette suite de la revue de presse avec, bien évidemment, la culture woke qu'on n'avait pas eu le temps vraiment de faire. J'espère que vous êtes heureux, que vous avez un petit peu supprimé des points de vie, finalement, à plein de gens, visiblement, et que vous avez déconstruit un peu la nation en disant Yel plein de fois dans le chat. Donc voilà, sachez que vous avez un pouvoir immense, et on n'y pense pas assez souvent. Et la formule magique, c'est Yel, et normalement, ça déconstruit tout, voire même la nation. Donc vraiment, n'hésitez pas. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une très très bonne journée. N'hésitez pas à aller sur le Discord pour poursuivre la discussion entre vous. N'hésitez pas à aller voir la nouvelle vidéo qui est sur la chaîne On se laisse la nuit sur la chaîne YouTube. Que dire de plus? Rien. Soyez heureux, soyez joyeux. Merci à tous ceux qui ont lâché des bits, des abonnements, etc. Merci encore 1000 fois, c'est grâce à vous que je mange. Vraiment. Merci. À très bientôt. Passez une très bonne journée. Ah, si, oui. Non, c'est bon. J'ai eu peur que ça ne se fasse pas. Que le raid n'ait pas marché. Je crois qu'il a marché. Tout va bien. Bonne journée à tous.